l'a dit, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Xavier Renoux. Victor Hugo. Bienvenue à l'Altergité. Alors qu'une omerta règne à Gaillac au sujet de Sivens, des habitants ont osé se confier à l'Altergité. Juste après les départementales et à quelques mois des régionales, l'Altergité vous montre ce qu'une politique Front National signifie localement. Rwanda. Le 7 avril 1994 commençait le génocide. 21 ans après, les complices français échappent toujours à la justice. Évacuation d'un squat d'artistes dans le 20e arrondissement rue des Noyers. Un des symboles du vivre ensemble a disparu. Le Festival international du film des droits de l'homme, en ce moment, à Paris, au Luminor. À côté de la ZAD de Sivens, des habitants de Gaillac ont osé témoigner au micro de l'Altergité. Des témoignages bien loin de la propagande des médias parisiens. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, sachez que cette ZAD organise un printemps de Sivens les 24 et 25 avril, un week-end populaire et convivial. Ces échauffourées qui ont eu lieu ce matin à Gaillac, à proximité de Sivens. Je vous rappelle qu'hier, les forces de l'ordre avaient évacué les zadistes du site occupé depuis plusieurs mois. On revient en France... pardon. Merci Laurent Delahousse pour ces précieuses informations. Après investigation, Gaillac se trouve bel et bien en France. Et réduire la situation sur place à des échauffourées de zadistes est un peu trop simplificateur. Nous avons donc tendu notre micro aux Gaillacois, les principaux intéressés, pour savoir s'ils pouvaient nous en apprendre plus. Climat de tension et de confusion sur place, la plupart des habitants n'ont pas souhaité nous répondre, d'autres ont accepté de le faire, mais souvent à visage masqué. On n'est pas en sécurité chez nous, mais c'est pas les zadistes qui nous inquiètent, c'est plus les gardes mobiles, quoi. Et que la mobilisation, elle est trop importante par rapport au nombre de zadistes que ça représente. Et donc du coup, on circule dans Gaillac, on ne se sent même pas en sécurité tellement il y a des gardes mobiles partout, quoi. C'est pour faire peur aux habitants, quoi, pour essayer de leur expliquer qu'il y a quelque chose de gravissime et dangereux, alors qu'en fait c'est juste un groupe de personnes qui sont là pour protéger l'environnement, quoi. Pour donner un avis vraiment objectif, il faudrait vraiment être au courant de toutes les données. Et moi, je ne peux pas me prononcer, sachant que finalement, je n'ai pas les cartes en main pour dire réellement ce qu'il en est. Moi, a priori, côté écologique, je me dirais on détruit tout, donc je serai contre. Mais finalement, je ne peux pas dire que réellement je suis contre ou pour, je ne sais pas. Le site, il était joli, il était magnifique, il était reposant. Il me semblait que ce barrage n'avait pas une grande utilité. On a donné l'ordre de commencer les travaux sans l'autorisation. C'est surtout ça qui est... La France, elle est si belle de couper les arbres pour pouvoir faire des barrages, pour avantager quelques agriculteurs, surtout des gros en plus. Quand on prend des décisions comme ça, est-ce que c'est des hommes politiques qui se réunissent costume, cravate et qui prennent une décision, ou est-ce qu'on invite les citoyens à mesurer le pour, le contre, le pourquoi? Manifestement, Laurent Delahousse et les Gaillacois ne doivent pas vivre sur la même planète. Alors pourquoi ne pas se faire une idée soi-même? Le 25 et 26 avril, c'est le printemps de Sivens, un week-end populaire, convivial et autogéré. L'occasion de remettre quelques vérités à l'endroit. Lors des municipales de 2014, le Front National a gagné une quinzaine de villes. Ce dimanche 29 mars, pour les départementales, même si le Front National n'a remporté aucun département, il a gagné 31 cantons. Un ancrage territorial en progression, alors qu'à la fin de l'année auront lieu les élections régionales. Découvrez les politiques menées par ces villes Front National, au détriment évidemment des immigrés et des musulmans. Les conseillers départementaux ont en charge l'aide sociale, les soutiens aux familles, maisons de retraite, services d'adoption ou encore les centres de PMI. Ils gèrent également le revenu de solidarité active et l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils s'occupent des collèges, mais également des services culturels, bibliothèques, musées et protection du patrimoine, ainsi que des réseaux routiers, routes départementales et transports scolaires par exemple. Enfin, ils gèrent différentes infrastructures telles que les ports, les aérodromes ou encore la gestion de l'eau. Ce dimanche, l'UMP a remporté 15 nouveaux départements, les divers droites 4, l'UDI 1, 5 départements restent incertains, tandis que la gauche a seulement conquis la Lozère. La droite remporte donc un total de 65 départements contre 31 pour la gauche. Le Front National, quant à lui, a remporté 31 cantons,
ce qui est une grande première et lui permettra de tisser un maillage local en vue des prochaines élections. Et les résultats de ce soir seront le socle des résultats dans quelques mois au régional. Déjà, au printemps dernier, le Front National avait conquis une quinzaine de villes. Des élus locaux FN, qu'est-ce que ça change? Bilan. Couvre-feu pour les mineurs et menaces de poursuite pour les parents, interdiction du halal dans les cantines, sévérité à l'égard de la mendicité. Il instaure une police d'intervention et non plus seulement de surveillance, plus de patrouilles et des policiers armés. Fini aussi le linge au balcon et les paraboles sur les façades du centre historique. Il va manquer dans les caisses 130 000 €, 65% de la subvention municipale, pour le centre social déjà le moins bien doté de la ville. C'est la dernière initiative du nouveau maire FN de Hayange. Une fête du cochon vue par certains comme une nouvelle provocation envers les musulmans. À Mantes-la-Ville, le maire FN a lui aussi bloqué le projet de mosquée. La municipalité précédente socialiste leur avait signé une promesse de vente. Le maire invite les fidèles musulmans à aller prier à plusieurs kilomètres de là, dans la ville voisine, dont la mosquée est déjà surchargée. Le maire du Pontet a décidé, maire Front National, de supprimer la gratuité de la cantine, gratuité totale pour les ménages les plus démunis. La première mesure que vous avez prise, c'était d'augmenter votre salaire de 1 000 €. Mais qui sont les électeurs du Front National? Et qu'est-ce qui les motive à voter pour ce parti? Élément de réponse avec Nona Mayer, politologue. Beaucoup de personnes qui votent pour le Front National ont des idées de gauche sur le plan social, pensent qu'il faut plus d'État, qu'il faut développer les aides. Simplement, ce qui passe d'abord et en premier, ce qui fait la caractéristique de cet électorat, c'est l'immigration. Le temps est proche où les masses affamées du Sud monteront à l'assaut des pays riches du Nord. Cette immigration ne sera ni fraternelle, ni pacifique. Sans doute la représentation médiatique des musulmans y est-elle pour quelque chose dans ce vote motivé par la peur du musulman et plus généralement de l'étranger. De quoi redouter les régionales de décembre. Donc l'insécurité culturelle, une forme de délinquance identitaire en quelque sorte. 2015 marque la 21e année de commémoration du génocide rwandais. L'ONU a déclaré le 7 avril comme étant la journée internationale de réflexion sur ce génocide. L'Altergité n'a donc pas hésité à réfléchir et s'est intéressée au dessous de l'implication de la France dans ce massacre. Rwanda, un mot qui fait froid dans le dos. L'incompréhension pour la plupart d'entre nous, l'horreur surtout. Journée internationale de réflexion sur le génocide rwandais, le 7 avril marque surtout symboliquement le début des massacres. 800 000 morts en 100 jours selon l'ONU. Partout dans le monde, des cérémonies commémoratives sont organisées, un programme d'éducation aussi. Objectif, se souvenir pour éviter que ça ne recommence. Une journée de réflexion sur le génocide? Alors, nous allons réfléchir. Sur l'histoire d'abord, celle du colonialisme, belge en l'occurrence, qui divisa pour mieux régner, qui instaura, dès 1932, des cartes d'identité qui discriminent les habitants d'un même territoire. Des Tutsis, éleveurs de bétail, et des Hutus, agriculteurs, qui pouvaient changer de statut selon leur fortune et qui se virent, du jour au lendemain, transformés en pseudo-ethnie. Les Belges créèrent une élite minoritaire, les Tutsis, et une majorité opprimée, les Hutus. Les mariages mixtes devinrent prohibés, l'éducation supérieure interdite aux Hutus. Pire, les Belges, anticipant sur la décolonisation, négocient en 1960 une fausse indépendance avec une partie des Hutus. Un véritable apartheid à rebours est alors mis en place contre les Tutsis, tandis que les Belges conservent l'essentiel du contrôle du pays. Dans les années 70, les Belges s'effacent devant les Français qui intègrent le Rwanda dans la France-Afrique, un système de domination néocoloniale qui repose sur la division ethnique et des régimes autoritaires. Persécutés et à l'occasion massacrés, les Tutsis fuient le pays. Ils fondent bientôt le Front patriotique rwandais, le FPR, qui attaque le Rwanda en 1990. Le 7 avril 1994, après un attentat prétexte contre le président rwandais, le génocide commence. On sait que la France a joué un rôle majeur, mais jusqu'où est-elle impliquée? Dès 1990, le Rwanda sollicite officiellement l'intervention militaire française, qui se déploie pour défendre le régime post-colonial. Mais si l'on en croit François-Xavier Verschave et l'association Survie, l'intervention va beaucoup plus loin. Quand le président rwandais est assassiné, le gouvernement du génocide se constitue à l'ambassade de France. Fin avril, c'est à l'Élysée, à Matignon et au Quai d'Orsay qu'il est reçu.
Aujourd'hui, la France reste le seul pays à avoir accueilli officiellement le gouvernement génocidaire. Quand le FPR prend le pouvoir en juillet 1994, mettant fin au génocide, c'est encore la France qui organise l'exfiltration des génocidaires, dont certains s'installent même dans l'Hexagone en toute impunité. Ironie de l'histoire, il faudra 20 ans pour qu'une seule personne soit condamnée, et ce, à la cour d'assises de Paris. Étonnamment, aucun responsable français ne sera inquiété, malgré les demandes réitérées du gouvernement rwandais issu du FPR. 21 ans après le génocide, les relations entre Paris et Kigali sont toujours glaciales. Si vous voulez en savoir plus sur la situation au Rwanda, ne ratez pas le film Rwanda, la surface de réparation, qui sera projeté au cinéma Le Luminor dans le cadre du Festival international des droits de l'homme le mardi 14 avril à 16 h. L'art à Paris est-il voué à finir au musée? Certes, la ville a besoin de logements sociaux et de crèches, mais cela doit-il justifier la destruction sans concertation d'un lieu symbolique de la vie locale et artistique? Direction rue des Noyers, où les parpaings qui murent dorénavant ce squat artistique ont plus la cote que le street art. Nous sommes rue des Noyers, à Paris, quartier de Belleville, un mardi 31 mars qui signe la fin d'une époque. Les services de la mairie sont à pied d'œuvre pour récupérer les clés des ateliers d'artistes et plus prosaïquement, les murer. C'en est fini de l'art à portée de tous. Cette rue, symbole du street art parisien, est destinée à être en majeure partie rasée. Une petite centaine de personnes se sont déplacées à l'appel du collectif Sauvons la rue des Noyers. Une pétition de 9000 signatures et des actions collectives n'auront pas suffi à éviter les expulsions. Les artistes étaient pourtant prévenus. Arrivés il y a 14 ans, ils avaient signé avec la mairie du 20e des baux précaires à loyer très modique. Aujourd'hui, la tristesse est palpable. C'est pas seulement pour nous les associations, c'est pour tout ce monde qui est dehors. En plus de 10 ans, c'est le visage de cette rue qu'ils avaient changé. Cette voie pavée coupe-gorge, longue de 156 mètres, était devenue une rue citée dans les guides touristiques, visitée pour son côté coloré, expérimental, vivant et décomplexé. Face aux artistes, la mairie oppose un projet immobilier de taille. Une quarantaine de logements sociaux, une crèche et un local d'activité. Mais c'est plus sur la forme que sur le fond que la grogne est montée. Ça nous a pris des mois d'angoisse, des mois on écrit des mails, on ne nous répond pas. Je sais pas, il y a un truc, il y a une discussion qui n'a pas été faite, c'est ça le problème, on n'a jamais parlé avant, on n'a pas réussi à parler de ce projet futur, de nous, ce que nous on a fait dans le passé. On n'a pas envie que ça reste figé comme ça pour toujours, mais on sait qu'il faut loger les gens, c'est pas le problème ça, mais on peut faire les deux en même temps. Cette absence de volonté de dialogue et de concertation de la mairie risque de coûter son identité à la rue. Et au-delà, c'est un îlot de vivre ensemble qui disparaît. L'urbanisme en théorie tient compte du lien social, ne serait-ce que dans les livres seulement. Quand à un moment donné, on fait de l'équipement public, on fait du logement social mixte, on fait une résidence sociale, on prend en compte la mixité sociale du quartier. Moi j'entends aussi les gens qui aujourd'hui expliquent les prix du privé sont tellement forts qu'on n'arrive plus à vivre dans Belleville et il nous faut du logement supplémentaire. Il y a une question de mixité aussi là-dessus. Oui, on a arbitré sur un choix où on ne laisse pas des bâtiments qui commencent à devenir insalubres et on fait des projets d'équipement public. Vétusté contre modernisation, logement social contre prix du marché, le raisonnement semble inattaquable. Reste que la partie visée par les travaux, si elle ne couvre pas toute la rue, exproprie la quasi-totalité des ateliers d'artistes. Ils vont la dégrader la rue, parce que là c'est mort, plus personne ne viendra voir, regarder des logements sociaux et une supérette, un Carrefour City ou je sais pas quoi. Ce sont deux conceptions de la ville qui s'affrontent. L'architecte de la mairie a concédé à la demande de celle-ci que les parois des immeubles soient recouvertes d'un revêtement tagable au rez-de-chaussée. Mais le street art est une force libre et quelques jours plus tard, les parpaings fraîchement posés étaient déjà redécorés. Des artistes de rue sont à la rue. Alors Paris,
capitale de la culture et pour le développement des arts urbains. Pour de vrai, on commence quand? Jean Cocteau disait « Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière ». Des réalisateurs venus du monde entier seront là pour nous éclairer pendant le Festival international du film des droits de l'homme de Paris qui a commencé le 7 avril. Allez Nathalie, je t'emmène au cinéma. Ah oui?